Sur la deuxième ligne de défense du sud, Jackson désigna l'horizon et ordonna de faire feu. Une explosion retentit, les flammes s'étendirent rapidement. Edwin, depuis la forteresse, observa la scène. La mort du baron, ce n'était pas ce qu'il avait prévu. Il reporta son regard vers l'avant. La cinquième ligne était, sans aucun doute, la plus vulnérable de tout le front sud. Le prince réfléchit. Si les témoignages des soldats vaincus disaient vrai, et si la puissance de Roman dépassait l'imagination, alors, serait-il capable de tenir tête à toute l'armée d'Hector? Il fronça les sourcils. Même s'il parvenait à lui résister, cela ne suffirait pas à changer le cours de la guerre. Le rouquin se crispa. Son royaume n'était pas si faible. Il ne suffisait pas d'un seul homme pour le faire vaciller. Un soldat accourut, essoufflé, et cria qu'ils avaient perdu le contact avec le premier escadron, envoyé pour éliminer les derniers ennemis. Le prince fronça les sourcils. Ce n'était pas tout. Edwin le regarda, sidéré, lorsque le soldat ajouta que ni la deuxième, ni la troisième compagnie ne répondaient plus. Une mauvaise impression l'envahit. Il comprit que cette inquiétude qu'il ressentait depuis un moment venait de Roman. Peu après dans sa tente, le prince ordonna à Jackson de lui faire un rapport. Le soldat s'inclina et expliqua que, dès la chute de la première ligne, le 3e bataillon avait été mobilisé. Mais, depuis 1 heure, toute communication avec les compagnies avait été rompue. À ses yeux, ils avaient été massacrés. Le prince pâlit. 300 hommes. Il baissa les yeux, réalisant que ses craintes s'étaient matérialisées. Roman était derrière tout cela. Non, il n'avait pas fui au-delà des montagnes. Il était resté, il avait choisi de résister. Jackson le fixa lorsqu'il déclara que si on négligeait Roman à présent, il causerait bien plus de dégâts plus tard. Jackson, à genoux, tenta de relativiser. Ce n'était qu'un écart mineur. Mais si on le suivait, et qu'on échouait à percer les lignes ennemies, tout le plan risquait de s'effondrer. Jackson conclut qu'il ne s'agissait plus de capturer un simple rat de la famille Démitrie, mais bien de détruire toutes les forteresses restantes. Le prince, lui, répliqua que non, il fallait s'occuper des maintenants de ce rat qui avait interféré avec leur plan. Ses pupilles se rétrécirent, et il ordonna le retrait immédiat des troupes de la seconde ligne. Jackson obéit, en sueur. Il se demandait pourquoi le prince était aussi obsédé par cet homme. Le détachement avança. Le commandant indiqua que, selon les rapports, l'ennemi se cachait sur cette montagne. Edwin fixa l'horizon. Il avait passé l'année entière à élaborer ce plan. Et à présent, il le savait instinctivement. Roman Démitrie était un élément dangereux. Le prince se tourna vers ses soldats, conscient de leur regard. Il leur dit qu'en tant que commandant militaire, il devait toujours se préparer au pire. Le soldat fronça les sourcils. Le prince poursuivit. Les forteresses non conquises n'étaient pas le véritable danger. Le plus grand péril, c'était l'existence même de Roman Démitrie. Cet homme capable de tout bouleverser. Jackson acquiesça lentement, convaincu que le prince Hector faisait toujours preuve d'une logique implacable dans ses décisions. Il ne restait plus qu'à lui faire confiance. Les soldats se mirent au garde-à-vous, criant qu'ils étaient prêts à exécuter les ordres du commandant. L'homme aux cheveux rouges fixa l'horizon, déclarant que le moment était venu de chasser les rats. Au sud, les chaînes montagneuses s'étendaient à perte de vue. Une torche flamboyait dans l'obscurité. Une recherche précipitée, menée sans discernement, risquait de laisser filer l'ennemi. Il fut donc décidé de déployer les troupes au pied de la montagne, encerclant lentement la zone de tous côtés. Dans la 3e compagnie du 2e bataillon, un soldat jeta un coup d'œil sur sa gauche, déclarant que si l'ennemi apparaissait, il fallait immédiatement faire retentir le sifflet. En les poussant lentement vers un cul-de-sac, il pourrait les éliminer sans perte majeure. Mais soudain, le visage du jeune homme se tordit d'inquiétude. Le commandant tourna la tête à gauche et demanda ce qui se passait. Le subordonné répondit qu'il n'y avait aucun changement. Ses yeux s'agrandirent. Il n'était plus là. Le commandant se tourna brusquement vers la droite, répéta sa question. Même réponse. Il balaya les alentours du regard. Sans qu'il ne s'en rende compte, il n'y avait plus personne. Ses pupilles se rétrécirent. Il sortit son sifflet, mais une ombre surgit derrière lui. Roman brisa sa nuque d'un geste net. Le commandant s'effondra. Roman, impassible, observa les alentours. Il constata que le royaume d'Hector faisait preuve d'une détermination bien plus grande qu'il ne l'avait anticipé. Il avait prévu d'exploiter leur assaut sur les lignes défensives, mais leur obsession à vouloir l'éliminer les avait poussés à abandonner la 2e ligne. Leur commandant n'était donc pas un imbécile. Un cri retentit, un ennemi avait été repéré. Il fallait vérifier si les camarades proches étaient en sécurité. Le héros élimina un autre soldat.
Un homme regarda autour de lui, lança qu'il devait se regrouper et bloquer la route de retraite. Roman l'abattit d'un geste précis, un sourire se dessinant sur ses lèvres. Voilà longtemps qu'il ne s'était pas senti ainsi. Dans sa vie passée, 2 fils du démon céleste, issus des bas-fonds, avaient été contraints de prouver sans cesse leur valeur, uniquement à cause de leur ascendance. Le démon céleste, du haut de son trône, avait dit à Junou qu'il vivrait désormais une année comme démon de l'ombre. Sa première mission, traquer et exterminer les adeptes de Baran qui avaient fui après avoir semé le chaos dans la secte démoniaque. Il les élimina tous en 3 jours. Mais les missions suivantes se révélèrent de plus en plus ardues, jusqu'à rendre tout duel direct impossible. Il lui fallut alors explorer d'autres voies. Dans les archives secrètes de la secte, il découvrit les techniques de combat du roi obscur. Autrefois simple voleur, ce dernier avait maîtrisé seul l'usage des ténèbres, atteignant une puissance sans précédent. Devenu célèbre en tant que bandit légendaire, il connut toutefois une fin tragique, attiré par le trésor du démon céleste. Néanmoins, son nom resta gravé dans l'histoire. Baek Jungyuk assimila chacune des techniques du roi obscur et mena à bien sa mission, sans hésitation. Une année passa. Il tua 38 maîtres renommés et devint l'ombre fantomatique de la secte. L'art martial du roi obscur incarnait les ténèbres elles-mêmes. À présent dans les montagnes le chaos régnait. Où est-il, bon sang? Hurla un soldat. Un chevalier, serrant son épée, annonça qu'il tiendrait la position de front. L'ordre des chevaliers ordonna le repli général. Le héros fronça les sourcils, décidé à leur faire regretter d'avoir posé le pied sur cette montagne plongée dans l'ombre. Il s'approcha du commandant de compagnie et le trancha. Un cri retentit hurlant que le commandant de la première compagnie était mort. Un jeune homme, en larmes, paniqua. Que se passait-il? Il fallait alerter le commandement immédiatement. Il activa son appareil de communication. Il y a un fantôme, dit-il. Nous allons tous mourir. Roman apparut derrière lui. Le jeune soldat supplia à l'aide. Edwin fronça les sourcils. Il porta l'appareil plus près de son oreille et ordonna aux soldats de se concentrer. L'ennemi n'usait que de l'obscurité. Thompson répondit qu'il avait beau scruter, il ne voyait rien. Il regarda droit devant lui. Les soldats tombaient les uns après les autres, sans qu'ils puissent déterminer d'où venait l'attaque. On ne peut pas combattre un fantôme sans forme, grogna-t-il. Le prince serra les dents. Thompson était pourtant un épéiste d'aura, doté de sens bien plus aiguisé qu'un simple soldat. Et même lui n'arrivait pas à apercevoir ne serait-ce qu'une trace? C'était tout bonnement impossible. Le prince, les mâchoires crispées, envisagea l'hypothèse d'une magie. L'invisibilité ou le camouflage magique existait, certes, mais ces sorts demandaient un long temps de récupération et ne pouvaient être maintenus longtemps. Ne vous laissez pas aveugler par les ténèbres, déclara Edwin. Thompson, les dents serrées, pensa qu'il n'y avait plus de place pour la lâcheté. Les alliés étaient dispersés aux alentours. Il suffisait de tenir encore un peu, juste assez pour que le prince les rejoigne. Il tourna la tête et s'adressa aux soldats de la première compagnie. L'ennemi visait désormais leur vie. Il fallait former une ligne défensive, repousser l'assaut. Il rangea l'appareil, agrippa son épée et lança un défi mental à l'adversaire. « Viens !» Il sentit une présence. L'ennemi était là. Il porta un coup. Mais ce ne fut pas l'ennemi qui apparut. C'était son propre soldat. L'ennemi l'avait utilisé comme appât. Roman surgit derrière lui, déclarant qu'à chaque fois, les ennemis faisaient la même erreur, croyant qu'il suffisait de le repérer pour l'abattre. Le capitaine, hors de lui, brandit son épée. « Cesse de te cacher comme un lâche. Montre-toi !» Roman sortit des ombres, implacable. Penser qu'on peut vaincre un ennemi qu'on ne voit pas si on parvient à le voir est une erreur monumentale. Pourquoi répétez-vous tous la même faute? Puis, les 2 hommes se ruèrent l'un sur l'autre. Leurs lames s'entrechoquèrent. Le capitaine fut touché, saignant abondamment. Il s'écroula. Dans un dernier souffle, il cria d'alerter les autres. Que l'ennemi était ici. Mais Roman répondit froidement qu'il était inutile de crier. Il avait bloqué le son avec du mana. Aucun cri ne franchirait plus ses lèvres. Il planta son épée dans le corps du soldat. Après un dernier coup, il regarda en bas. Thompson gisait à ses pieds. Roman prit l'appareil de communication dans la poche du soldat agonisant et l'activa. « Vous m'entendez? Je sais ce que vous pensez. À cet instant, alors que le peuple meurt d'une famine sans précédent, pourquoi votre royaume s'obstine-t-il à attaquer le front sud? Là où il n'y a rien à gagner ?» Le héros baissa les yeux, son regard plongé dans l'ombre de ses pensées, puis déclara qu'il n'existait qu'une seule réponse valable pour résoudre le problème de guerre de son pays. Il affirma, d'un ton calme mais déterminé, qu'il était certain que l'intention réelle était d'extorquer une somme colossale à son royaume en prenant le front sud en otage.
La seule erreur des instigateurs, pensa-t-il, résidait dans le fait qu'ils connaissaient déjà leur plan. Il ajouta que, dans l'état actuel de pénurie, leur armée ne tiendrait pas 3 mois. C'est pourquoi il interviendrait, encore et encore, jusqu'à la fin. Roman se dit alors que son objectif avait été atteint. Désormais, on ne pouvait plus ignorer son existence. Une voix s'éleva du dispositif de communication, demandant s'il était bien Roman Démitri. Un sourire traversa son visage. Il comprit, il était apparu. Edwin, les sourcils froncés, confirma sans détour les propos du héros. Le royaume d'Hector subissait une famine d'une sévérité extrême, au point qu'il leur était désormais impossible d'emprunter quoi que ce soit à l'extérieur. Le prince poursuivit en expliquant que, pour se libérer des chaînes d'une dette sans fin, il n'avait plus qu'une seule voie, faire la guerre. Roman lui demanda alors s'il attendait de lui qu'il comprenne sa situation. Le prince répondit par la négative. Il voulait simplement qu'il sache à quel point leur désespoir était total. Le destin de tout un royaume reposait désormais sur cette guerre. Il reconnut que Roman avait raison, le temps leur manquait. Mais cela ne signifiait pas qu'ils pouvaient se permettre de reculer. Même s'ils devaient marcher sur les cadavres de leurs propres camarades, ils continueraient d'avancer. Edwin déclara que, si jamais ils échouaient à obtenir quoi que ce soit, ils empoisonneraient la région avec le venin des nécromanciens, transformant ce territoire en terre de mort. Il se présenta enfin, d'une voix grave, Edwin Hector, prince du royaume d'Hector. Et il affirma qu'il était prêt à tout pour sauver son peuple. Lorsque le prince lui demanda quel serait son choix, Roman observa le dispositif en silence. 2 choix étaient clairs, sombrer avec le royaume d'Hector acculé au bord du gouffre, ou accepter la coopération. Le prince Edwin ajouta que la vie du royaume de Caïro dépendait de sa décision. Roman, en son fort intérieur, se remémora avoir souvent vu ce nom, Edwin, lors de ses recherches sur le front sud. Contrairement à son père, qu'il jugeait inutile, Edwin avait su, grâce à ses compétences exceptionnelles, devenir le pilier central de son pays, reconnu aussi bien à l'intérieur qu'au-delà des frontières. Il était celui à qui l'on avait confié le commandement de cette guerre. Roman fronça les sourcils. Il ne pouvait nier ses talents, mais jamais il ne le laisserait le menacer. Il planta brutalement son épée dans la jambe du soldat agonisant. Edwin, stupéfait, demanda ce qu'il faisait. Roman, tenant fermement la lame, déclara que son épée n'avait traversé que la cuisse, rien de plus. Le prince protesta, même face à un ennemi, mieux valait tuer que torturer. Le bretteur baissa les yeux et répondit que cette réaction l'étonnait. Les souffrances du royaume d'Hector lui importaient peu. Il fit pression sur la blessure. La guerre avait déjà commencé, dit-il, et c'était eux, les Hectoriens, qui avaient franchi la ligne la première fois. Ils n'avaient plus le droit de demander de l'humanité. Roman ajouta qu'il agirait selon ce qu'il jugeait juste. Roman retira son épée, puis lâcha froidement qu'il ne laisserait aucun survivant. Même s'il levait le drapeau blanc, il les traquerait jusqu'au dernier pour les poignarder dans le dos. Il répéta son nom, Roman Démitri. Son sourire noir gravé sur le visage. S'il choisissait la résistance désespérée, il se reverrait très bientôt. Le prince, figé, comprit alors que Roman Démitri était bien plus dangereux qu'il ne l'avait imaginé. Jackson entra dans la tente, le souffle court, et demanda quelles étaient les instructions. Edwin ordonna la mobilisation immédiate de toutes les forces. Il fallait encercler étroitement la zone d'où provenait le signal. Les mâchoires serrées, il jura qu'au nom de Thompson, mort dans l'agonie, il découperait Roman Démitri de ses propres mains. Il ordonna que, même si une unité tombait, toutes les troupes environnantes gravissent la montagne pour bloquer la route de fuite de l'ennemi. De son côté, Roman planta un bâton dans le sol. Il déclara que, dans l'état actuel des choses, leurs yeux ne verraient rien. Autour de lui s'étendaient pierres, feuilles, branches, insignifiants pour un œil humain, mais chacun d'eux contenait une infime part de mana naturel. Il expliqua à ses hommes que si ce mana était artificiellement redirigé, l'espace en lui-même pouvait être altéré. Chris, stupéfait, l'écouta. L'ennemi aurait l'impression que ses 5 sens lui faisaient défaut. Et soudain, comme pour divertir quelque divinité invisible, Roman Démitri fit disparaître sa propre existence. Il annonça que cette technique portait un nom, la formation de trappe. Ailleurs, un soldat ennemi fronça les sourcils. Il déclara qu'il valait mieux sacrifier sa propre chair pour briser les os de l'ennemi. Chris l'abattit d'un seul coup. Un sourire aux lèvres, il songea que, comme l'avait dit son seigneur, les soldats d'Hector ne remarquaient même pas leur présence. Le chevalier cria de frapper les ennemis. Les soldats, pris de panique, se battirent sans même comprendre d'où venait l'assaut. Chris ne fut plus le même homme. Pour gagner en puissance, il s'était entraîné sans relâche auprès de Roman. Le moindre retard pouvait compromettre son assimilation des enseignements de Roman.
Il s'était donc accroché à l'entraînement, au point de risquer la mort à chaque séance. Et à force de persévérance, le talent d'un des 10 plus grands maîtres épéistes de Murim fit son apparition dans ce monde à travers lui. Chris, telle une lame vivante, abattit ses ennemis l'un après l'autre. Puis il s'arrêta. Le chevalier comprit que, sur ordre du Seigneur, tous les adversaires avaient été éliminés. Mais d'autres troupes d'Hector arrivaient déjà. Il tourna la tête et cria « Repli !» Il fallait atteindre un autre point. Pendant ce temps, ailleurs, une autre bataille faisait rage. Quelqu'un hurlait qu'il fallait à tout prix arrêter l'ennemi. Kevin, droit devant, observa la scène. Ses compagnons l'avaient surnommé « le monstre à l'évolution la plus rapide ». En suivant le maître, il avait observé longuement comment affronter l'adversité. Il poursuivrait les idéaux auxquels Roman aspirait. Un sourire dément éclaira son visage. Oui, les méthodes du maître étaient les bonnes. Dans une autre zone encore, Volcan termina sa mission. Pucky, satisfait, sourit. L'attaque éclair, orchestrée avec précision en 4 groupes simultanés, fut un franc succès. Mais un soldat fronça les sourcils. Il était convaincu qu'un mage se trouvait dans le camp de Cairo. À genoux, il expliqua que des soldats étaient apparus soudainement depuis les ténèbres, comme surgis du néant. Jackson, perplexe, regarda Edwin et lui dit qu'il s'agissait probablement d'un piège tendu par l'ennemi. Le prince, les yeux plissés, répliqua qu'aucune magie ne permettait de téléporter une troupe entière. Ce genre de sort n'était réalisable qu'à l'aide de parchemins de haut cercle, strictement contrôlés par la tour des mages. Et il était peu probable que le front sud, déjà à court de budget, ait accès à de tels artefacts. Le roux fronça les sourcils à nouveau. Si ce n'était pas un parchemin, alors peut-être y avait-il un mage de haut niveau. Mais pourquoi un tel mage se trouverait-il au sud? Il baissa les yeux et affirma que cela ne pouvait être l'œuvre de mages. Ces derniers étaient bien plus précieux que les épéistes maîtrisant l'aura, et la plupart d'entre eux appartenaient à l'organisation neutre de la tour de magie. Cette dernière, présente à travers tout le continent, représentait le rêve ultime de quiconque était naturellement doué pour la manipulation du mana. Véritable sanctuaire de savoir, la tour de magie constituait la seule voie possible pour un mage. Edwin fronça les sourcils. Il songea qu'en raison de cette réalité, chaque nation ne pouvait compter que sur un nombre infime de mages. Non, il ne s'agissait pas de magie. Mais s'il s'y rendait en personne, il parviendrait à percer la nature de leur stratagème. Les soldats tombaient un à un pour leur royaume, pensa-t-il. Ce n'était pas encore le moment. Il devait attendre que Roman Démitri tombe dans son piège. Soudain, un hurlement résonna. Une lame transperça un soldat. Celui-ci cracha du sang, sourit faiblement, et murmura que le héros avait enfin été capturé. Il leva les yeux, sidéré. Une lumière s'alluma et marqua Roman, s'étendant dans toute la forêt, alors qu'une voix s'éleva au loin, hurlant que Roman avait été repéré. Il s'enfonça plus profondément dans la forêt. Les soldats crièrent de l'encercler. Après l'explosion d'un artefact, des fragments lumineux semblables à des lucioles enveloppèrent le corps de Roman, révélant sa position. Un soldat, tenant un dispositif de communication, annonça que Roman Démitri se dirigeait vers le nord, avant de changer brusquement de direction. Il hurla à la seconde compagnie que le rat fonçait droit sur eux. Tous jurèrent de venger la mort de leurs camarades. Usant de la technique de l'épée du démon céleste, Roman posa un genou au sol, haletant. Ses forces s'épuisaient. À terre, un soldat l'interpella. Pensait-il vraiment pouvoir s'échapper vivant? Des milliers d'hommes encerclaient la zone. Quelle que soit sa puissance, il finirait par tomber. Mais Roman esquissa un sourire. Il demanda si personne ne s'était interrogé s'il s'était lui-même précipité dans ce piège. Le soldat cracha du sang et demanda ce qu'il voulait dire. Roman, avec un sourire, expliqua que cette armée entière affluait de toutes parts dans l'espoir de le retenir, même pour 30 secondes. Leur empressement les poussait à communiquer naïvement ici, sacrifiant leur vie sans réfléchir. Il se pencha vers lui demandant si cela ne devenait pas amusant. Le chaos les empêchait d'agir avec lucidité. Et il voulait voir jusqu'où ils iraient. L'aube était encore loin. Des cadavres de soldats jonchaient le sol. C'est alors que Jackson apparut derrière Roman, l'intimant de s'arrêter. Le héros se retourna. L'homme portait des armes légères et un visage balafré. Roman comprit aussitôt qu'il faisait face au commandant de l'unité des Rangers. Il ressentit son énergie, au moins équivalente à celle d'un épéiste 4 étoiles. Hector avait dissimulé cette information. Les deux hommes échangèrent un regard silencieux, puis leurs lames se croisèrent avec fracas. Jackson fronça les sourcils. Il venait enfin de le coincer. Bien que Jackson fût un épéiste de niveau 4, son nom n'apparaissait dans aucun classement officiel d'Hector.
En dehors du royaume, il n'était connu que comme le commandant des Rangers, ce qui nourrissait toutes les spéculations. Mais son absence des classements laissait planer le doute sur sa réelle puissance. Le combat s'intensifia. Une énergie féroce émana de leur corps. Jackson observa son adversaire, stupéfait. Roman n'avait pas bronché. Les rumeurs étaient fausses. Il n'était pas un simple épéiste 3 étoiles. C'était un mensonge. Un combattant de niveau 4 représentait déjà une menace cataclysmique. Roman émit une lumière éclatante. Jackson dut céder du terrain. Il reconnaissait son talent, mais affirmait intérieurement qu'il ne s'échapperait pas. Malgré tout, il sentait bien qu'il reculait. Jackson sortit un sifflet, souffla dedans. Des soldats accoururent, criant qu'ils devaient l'encercler, aider le commandant Jackson. Ils le cernèrent. Le commandant exigea sa reddition. Roman sourit. Une offre amusante. Il ne comprenait visiblement rien à la situation. Une lumière violette se mit à émaner de son corps. Il déclara d'abord qu'aucun éclat, aussi brillant soit-il, ne pouvait l'emprisonner. Les fragments chutèrent au sol. Il serra les poings. Ensuite, dit-il, même acculé de toutes parts, il pourrait encore briser n'importe quel encerclement. Il disparut et réapparut dans le dos du commandant. Il affirma qu'il ne pourrait jamais l'attraper. Roman poursuivit sa course. S'ils avaient mobilisé Jackson, un des meilleurs éléments du royaume Hector, alors cela signifiait qu'Edwin Hector se trouvait seul. Jackson se retourna, incrédule. Personne. Il hurla de suivre Roman au plus vite. Le prince était en danger. Roman fendit l'air. Il savait que pour mettre fin à cette guerre avec un effectif réduit, il n'y avait qu'une seule solution, éliminer le commandant ennemi. Il suivit la trace du mana du dispositif de communication utilisé par Edwin, espérant ainsi localiser sa position. Au pied de la montagne, dans le camp d'Hector, 2 soldats se retournèrent. Roman se tenait derrière eux. Il les élimina d'un geste net, puis fit face au prince. Ce dernier sourit. Roman le dévisagea. Quelque chose clochait. Il percevait une manière inédite de manipuler le mana. Le prince lança un sort, Inferno. Une gerbe de flammes fonça vers Roman, qui esquiva de justesse. Edwin enchaîna avec le sort Entrave. Des racines surgirent du sol. Roman les trancha. Une telle magie ne saurait l'arrêter. Un guerrier surgit sur le côté, hurlant qu'il ne tolérerait pas une attaque contre le prince. Il invoqua un sort, affirmant que Roman avait dépassé les limites. Ce dernier, surpris, sentit une aura puissante émaner de lui. Qui était-il? L'homme ôta sa capuche. C'était Butler, le second du classement du royaume Hector, le capitaine de la garde royale. Il déclara que Roman ne s'échapperait plus. Il se retourna et ajouta « Nous t'attendions. Le prince s'était préparé à ta capture depuis le début. » Edwin observa la scène, songeur. Quelle que soit la manière dont Roman se débattrait, l'issue semblait scellée. Le héros le fixa. Edwin se dit que Roman ne pouvait lutter contre l'alliance d'un mage du 4e cercle et d'un épéiste 5 étoiles. Cette fois, sa vie était vraiment en jeu. Edwin lança le sort Lame de vent. Butler brandit son épée. « Meurs !» cria-t-il. Roman fronça les sourcils, frappé des 2 côtés. Il serra les dents et para les attaques. L'épée du capitaine de la garde s'illumina. Une puissante lueur s'en échappa, précédant une explosion. À genoux, le héros grimaça. Il s'y attendait à un piège, mais il n'aurait jamais imaginé que le prince Edwin était un mage. Edwin le contempla un instant, songeur. Et en plus, le prince avait sous ses ordres un épéiste de rang 5 étoiles. Un mince sourire étira ses lèvres tandis qu'il se surprenait à penser combien tout cela devenait intéressant. Pour la première fois depuis longtemps, alors qu'il se tenait sur la mince frontière entre la vie et la mort, il avait le sentiment grisant d'être véritablement vivant. De son côté, Butler fronça les sourcils. Ce jeune homme, encore dans la fleur de la vingtaine, possédait une puissance suffisante pour résister à leur attaque conjointe avec le prince. Un monstre, pensa-t-il, dont l'origine restait aussi mystérieuse qu'inquiétante. Roman se redressa lentement. Le chevalier, en l'observant, estima qu'il avait encore une marge avant d'atteindre son niveau. Le prince, quant à lui, hurla, la voix tremblante d'hésitation. Roman était épuisé. Il invoqua alors une magie double. Mais l'instant d'après, le héros s'élança à l'attaque. Un sourire étira ses lèvres tandis qu'il libérait à nouveau la technique de l'épée du démon céleste 3e mouvement. Le capitaine de la garde se pressa, et surgit aussitôt, se plaçant devant le prince. Lorsque la poussière retomba, Butler se retourna et s'enquit de l'état du prine. Ce dernier, encore haletant, affirma qu'il allait bien. Roman, les sourcils froncés, le fixait.
et pensa, comment avait-il pu parer un tel coup? Il comprit alors que ce n'était pas sans raison qu'il portait le titre de bretteur 5 étoiles. Pour sa part, il avait déjà utilisé 2 fois sa technique très gourmande en mana. Sa force atteignait désormais ses limites. Il devait battre en retraite. Les yeux d'Edwin s'écarquillèrent lorsque le héros lui tendit un doigt accusateur. Ce dernier déclara qu'il ne pourrait pas s'en sortir aussi aisément la prochaine fois. Et dans une fraction de seconde, il avait disparu. La nouvelle s'étendit comme une traînée de poudre. L'armée d'Hector avait été repoussée par un seul homme. Pire encore, ils avaient failli perdre leur commandant. Une réalité inconcevable venait de se dérouler sous leurs yeux. Le prince, le poing crispé, dut faire face à l'évidence. Tout cela, c'était à cause de lui. Son excès de confiance, son analyse hâtive. Il avait cru que les failles de Roman pouvaient être exploitées. Mais cette décision fugace, qu'il pensait être le moindre mal, s'était révélée être la pire des erreurs. Hector venait de subir une défaite cuisante, et cette défaite, c'était la sienne. Un soldat, la voix chargée d'émotion, annonça que les corps de leurs camarades avaient été ramenés. Leurs âmes, dit-il, devaient être apaisées par les flammes, afin de goûter à un repos mérité. Le feu crépitait encore lorsqu'Edwin, sans relever les yeux, demanda pardon à voix basse. Il admit que tout était de sa faute, le fruit de son mauvais jugement. Le soldat fronça les sourcils, rejetant d'un ton ferme cette idée. Ce n'était pas sa faute. Jackson s'approcha à son tour et lui assura qu'aucun d'eux ne le blâmait. L'ennemi, tout simplement, était trop fort. Edwin releva doucement les yeux. Le capitaine le regardait avec fermeté. Il lui dit de garder la tête haute. Les soldats, autour d'eux, acquiescèrent. Le rouquin, souriant, se dit que Jackson avait raison. Et s'il arrivait que ses ordres les mènent de nouveau sur le chemin de la défaite, qu'il n'hésite pas à mettre de côté la hiérarchie pour lui dire les choses en face. Edwin observa l'horizon. À partir de maintenant, déclara-t-il, ils concentreraient toutes leurs forces sur la destruction des forteresses défensives situées en première ligne avant que l'armée ennemie principale n'arrive. Ils disposaient de 10 jours, pas un de plus. Ensuite, ils transformeraient l'arrière en bastion et commenceraient à se préparer à une résistance désespérée. Butler, intrigué, demanda alors ce que Roman comptait faire. Il reconnut qu'il était un adversaire redoutable, mais ajouta qu'un affrontement sur plaine était bien différent d'un combat en montagne, où le terrain favorisait les défenseurs. Les yeux d'Edwin s'illuminèrent. Il déclara qu'il comptait bien exploiter cette faiblesse. Car même s'ils avaient perdu cette bataille, Hector n'avait pas encore dit son dernier mot. Jackson fronça les sourcils. Était-il vraiment sûr de pouvoir obtenir des compensations de Cairo, avec pour seule arme une résistance désespérée? Edwin soutint son regard. Il n'était pas nécessaire, répondit-il, de leur extorquer quoi que ce soit. Ils allaient faire une offre à l'Empire de Chronos. Au château royal de Cairo, le comte Ager s'exprimait avec gravité. L'année écoulée, déclara-t-il, avait déjà vu des investissements massifs sur le front ouest, provoqués par les provocations répétées de Chronos. Dans l'état actuel des finances royales, il leur était tout bonnement impossible d'accepter toutes les exigences d'Hector. Daniel, assis à la table, déclara que si l'on répondait favorablement à toutes leurs demandes, le trésor royal serait vidé. Il proposa une hausse des impôts. Le comte, en face de lui, répliqua que cela avait déjà été fait 6 mois plus tôt. Une nouvelle augmentation risquerait de déclencher une rébellion. Le roi, songeur, pensa que la seule solution viable serait de puiser dans les biens de l'aristocratie caïrienne. Mais ce faisant, il leur offrirait à nouveau une excuse pour affaiblir son autorité. Il soupira longuement avant de demander qu'on contacte immédiatement l'aristocratie du gouvernement central. Soudain, un homme entra en trombe dans le bureau. Il annonça qu'un message venait d'arriver du front sud, l'attaque ennemie avait été repoussée. Les yeux du blond s'agrandirent sous l'effet du choc. Le comte Grégory, assis en face, demanda si cela était vrai. Il continua précisant que l'armée d'Hector comptait près de 10 000 soldats. Comment une petite troupe avait-elle pu repousser une telle attaque? Le comte Denver fronça les sourcils. Il comprit aussitôt Roman. Il baissa les yeux, songeur. Aurait-il vraiment réussi à surmonter une situation aussi désespérée? Il activa l'appareil de communication et annonça qu'il allait contacter immédiatement le front sud. Un hologramme apparut. Daniel, fixant l'image, demanda qui il était, son statut et son affiliation. Henri fronça les sourcils et répondit qu'il était le second fils de la famille Albert. Un homme, intrigué, déclara ne pas connaître ce nom. Bénédicte, en revanche, sourit. Il se souvenait que par le passé, cette famille avait formé de nombreux talents brillants, certains occupant même des postes au sein du gouvernement central. Henri confirma d'un hochement de tête.
Le comte Bénédicte demanda pourquoi ce n'était pas Roman lui-même qui prenait l'appel. Le jeune homme expliqua qu'il avait rejoint l'escouade sous le commandement de Roman. Roman, selon lui, aurait dû assurer la liaison, mais il avait demandé à rester seul, le laissant en tant que représentant aristocratique. Il commença alors à raconter leur histoire, mais Bénédicte l'interrompit. Inutile de tout reprendre depuis le début. Il voulait qu'il aille droit au but. Henri serra le poing. Il était certain que Roman gagnerait la gloire, non seulement à Caïro, mais sur tout le continent. Il pensa qu'il devait tisser un lien avec lui au plus vite, avant que sa véritable valeur ne soit révélée au grand jour. Il affirma que le succès de toute cette opération reposait uniquement sur les épaules de Lord Roman. Posant la main sur son cœur, il déclara que dès l'instant où l'attaque d'Hector contre les casernes du Sud avait été signalée, Roman avait immédiatement deviné que leur cible était la porte de téléportation. Sans perdre de temps, il s'était rendu dans les montagnes pour y établir une base secrète. Henri ajouta que si les commandants des lignes défensives du Sud l'avaient écouté à ce moment-là, le front ne serait jamais tombé aussi facilement. Tout en rabaissant les sots, Henri élevait délibérément les exploits de Roman au sommet de la gloire. Sachant que les subordonnés de ce dernier se tenaient à proximité et entendaient chacun de ses mots, il haussa volontairement la voix. Il fronça les sourcils en déclarant que, jusqu'à l'aube, ils avaient combattu sous les ordres de leur seigneur, se tenant fermement jusqu'au bout. Ils n'étaient pas plus de 200. Pourtant, lorsqu'il avait pris le commandement, ils étaient parvenus à résister à une armée dont les effectifs les surpassaient de dizaines de fois. Le poing serré, il affirma que, malgré tout, ils avaient remporté la victoire. Lui et ses camarades étaient prêts à faire face au royaume d'Hector jusqu'à la dernière goutte de leur sang. Un peu plus tard, le roi Daniel leva les yeux et déclara qu'ils étaient faibles. Il sourit, ajoutant que Roman, lui, avait combattu jusqu'au bout, victorieux, malgré des conditions infernales. Pendant ce temps, les soi-disant élites de Caïro avaient déjà décidé de capituler. Le marquis Bénédicte acquiesça en disant que sa majesté avait raison. Dès l'instant où Hector avait capturé la porte de téléportation, l'aristocratie de Caïro avait mentalement admis sa défaite. Le vieil homme leva la main, affirmant que cette situation prouvait la volonté inébranlable des guerriers de Caïro. Désormais, avec l'émergence d'un héros tel que Roman sur le front sud, c'était à leur tour de saisir cette chance offerte par le destin pour contre-attaquer. Le brun frappa la table du poing et ordonna l'envoi immédiat de renforts au front sud. Il fallait donner une leçon à Hector, qui avait osé franchir les frontières du royaume. Le roi fronça les sourcils et déclara qu'il romprait l'accord établi avec Hector. À partir de maintenant, toutes les forces seraient dirigées vers la reconquête de l'honneur de la nation. Ils se levèrent et exigèrent de rassembler immédiatement les serviteurs des grandes familles, ainsi que toutes les informations relatives au front sud. En apparence, les aristocrates du gouvernement central semblaient vouloir protéger cette région, mais au fond, leur objectif véritable convergeait vers un seul homme, Roman Démitri. À ce moment précis, un désir brûlant de l'attirer dans leur filet les consumait. Cet appel holographique ne fit que renforcer leur conviction. Une fois la guerre terminée, Roman rejoindrait inévitablement le cœur du pouvoir. Henri, quant à lui, pensait que s'il parvenait à obtenir le soutien de Roman, sa carrière politique connaîtrait une ascension fulgurante. Il tendit un morceau de viande séchée et déclara que Chris devait avoir faim, qu'il pouvait se servir librement. Le chevalier refusa. Le jeune homme courut après lui, insistant sur le fait que c'était délicieux et qu'il pouvait au moins y goûter. Le chevalier se retourna et lui demanda s'il croyait vraiment qu'il ignorait ses intentions. En le fixant, il lui conseilla de ne pas chercher à se faire bien voir, mais plutôt de prouver sur le champ de bataille qu'il méritait qu'on lui confie son dos. Henri resta figé, abasourdi par ces paroles. Ses yeux s'écarquillèrent. Le jeune homme se tourna ensuite vers Kevin et lui demanda s'il avait faim. Un ordre royal fut émis. La ligne de défense sud devait soutenir Roman jusqu'à l'arrivée des forces principales de Caïro. Un commandant s'approcha d'un soldat, détourna le regard et déclara que l'armée d'Hector avait été repoussée par une troupe qui ne comptait même pas 200 soldats. Cela signifiait donc que les forces d'Hector étaient bien plus faibles qu'on ne l'imaginait. Le soldat hocha la tête, répondant qu'il partageait cet avis. Il évoqua également une rumeur. L'ennemi souffrait d'une famine prolongée depuis plusieurs années. Leur puissance n'était qu'apparente, leur vraie force n'existait pas. Le baron Vasily fronça les sourcils. Après avoir croupi 3 longues années dans cette région oubliée, il se dit que peut-être cette opportunité lui était offerte par les dieux eux-mêmes. Le regard baissé, il songea que si ce jeune homme pouvait prendre le commandement, alors lui aussi en était capable. Il ordonna immédiatement de mobiliser l'armée. Il utiliserait une tactique de guérilla pour punir le royaume d'Hector. Cependant, afin d'éliminer rapidement les forteresses défensives, l'armée d'Hector divisa ses troupes et lança une attaque massive.
Une division de 3000 soldats fut envoyée pour viser la troisième ligne de défense. Le baron lança une embuscade, attaquant par l'arrière. Mais contrairement à ses attentes, il ne trouva pas une bande désorganisée prête à s'effondrer au premier choc. Le baron Vasily pâlit. Cela semblait impossible. Les soldats d'Hector, emplis de rage, combattaient avec un sang-froid terrifiant, tandis que ceux du front sud, ramollis par le confort, ne purent opposer aucune résistance. La victoire remportée dans les montagnes n'avait été rendue possible que grâce à Romane. Et les commandants de Caïro ne mirent pas longtemps à s'en rendre compte. Les yeux du baron s'écarquillèrent lorsqu'il tomba au combat. Un soldat s'inclina devant le roi d'Anoël et annonça la mort du commandant de la troisième ligne, le baron Basili. Un autre soldat arriva en courant et rapporta que les troisième et quatrième lignes de défense avaient été submergées. Un message venait d'arriver de la deuxième ligne. Un homme, projeté en hologramme, implorait de l'aide. À ce rythme, il ne tiendrait pas 10 jours. Le roi fronça les sourcils. Il demanda si l'ensemble de la ligne de défense était réellement tombé en seulement 24 heures. Baissant la tête, il admit que la force des guerriers de Caïro ne signifiait pas que ceux d'Hector étaient faibles. Et il réalisa qu'un seul homme, Romane, avait conduit le royaume à une victoire éclatante. Il serra le poing. Il avait été négligent. Où est Romane Démitri maintenant? Demanda-t-il d'une voix grave. Le héros, quant à lui, s'interrogeait. Tant de choses dans ce monde lui demeuraient inconnues. Comme la magie. Si le Murim cultivait la puissance du combat à travers l'énergie naturelle, ce monde-ci avait créé un nouveau domaine, la magie. Il songea que si Edwin Hector avait été un magicien encore plus talentueux, jamais il n'aurait pu lui échapper. Il n'avait pas encore atteint le niveau magique qu'il possédait en tant que démon céleste. Et une décision hâtive pourrait bien le précipiter au bord du précipice. Le prince Hector avait anticipé son attaque et l'attendait, tissant sa toile comme une araignée. Romane baissa les yeux. Il se souvint d'une puissante colonne de flammes au tout début. Il s'interrogea sur ce qu'il serait advenu s'il avait été blessé à ce moment-là et avait riposté contre Edwin. Il imagina le choc d'une décharge de foudre contre lui. Les lames s'entrechoquèrent. Butler para son assaut. Romane comprit que sa force actuelle ne suffisait pas à vaincre l'union redoutable d'un magicien et d'un épéiste. Peut-être était-ce cela, se dit-il, qu'il avait toujours recherché, une victoire pour laquelle il devait mettre sa vie en jeu. Un nouveau défi. Un adversaire redoutable. Une raison d'exister. Il ne pouvait pas se contenter d'une vie tranquille. Encore et encore, il imaginait les scénarios de combat, les possibilités, les échecs, les blessures. Romane pensif, se dit que les préparatifs étaient enfin terminés. Henri, inquiet, fronça les sourcils et demanda si maître Romane avait annoncé quand il sortirait. Henri, l'air grave, répondit qu'il ne savait pas ce qu'il faisait actuellement, mais que le palais royal le cherchait désespérément. Chris baissa les yeux et déclara qu'avant la sortie du maître, nul n'était autorisé à le déranger. L'aristocrate écarquilla les yeux, surpris par une telle intransigeance. Il demanda ce que Romane pouvait bien faire, seul, dans cette grotte. Soudain, une silhouette apparut dans la pénombre. Romane avança d'un pas mesuré. Henri, intrigué par son allure, l'interrogea sur son apparence. Peu après dans la tente, les bras croisés dans le dos, Chris expliqua que, comme il s'y attendait, en l'espace d'une seule journée, les troisième et quatrième lignes de défense avaient été anéanties. La deuxième, quant à elle, s'était révélée nettement inférieure à l'ennemi. Il poursuivit en expliquant qu'Hector avait regroupé toutes ses munitions et s'était retranché dans une forteresse à l'arrière, probablement dans l'attente d'un combat à mort. Henri, se tournant vers lui, déclara que l'ensemble de la cour royale de Caïro vivait désormais dans une tension extrême, suspendu à l'espoir d'un contact venant du front sud. Le jeune homme fronça les sourcils. Ils avaient déjà fait tout leur possible. Pourquoi ne pas confier le reste aux forces principales? Mais Romane, sans même lui accorder un regard, ordonna qu'on le mette en relation avec le roi. Un hologramme s'activa. Romane se présenta. La voix grave du roi résonna. On lui avait rapporté la chute de toutes les forteresses du sud. Il exigea de savoir ce que Romane avait fait durant tout ce temps. Le héros déclara alors qu'il avait réorganisé le groupe de combat en moins d'une semaine. Le roi Daniel, l'observant avec gravité, reconnut la valeur de ses accomplissements, mais souligna que, pendant ce délai, l'ensemble du front sud était tombé aux mains de l'ennemi. Il lui demanda s'il ne pouvait offrir, au moins, un soutien minimal. Romane, le regard durci, affirma avoir eu de la chance face aux forces d'Hector, mais ajouta que sur les plaines, là où le terrain ne leur offrait aucun avantage stratégique, même lui serait impuissant. Il déclara que Hector avait tout misé sur cette guerre. Butler, second homme du royaume, avait pris part au combat. Pire encore, le prince commandant en chef de l'ennemi avait été confirmé être un mage.
Le roi fronça les sourcils. Un épéiste de niveau 5 étoiles et un mage s'étaient donc unis contre eux? Roman hocha la tête. Tout le monde savait qu'un mage révélait pleinement son potentiel sur terrain plat. Il songea au combat qui s'annonçait lorsque les forces principales de Caïro rejoindraient le sud. Bénédicte, détournant le regard, comprit que Roman avait pris la bonne décision. Le front sud ne possédait plus la force nécessaire pour l'emporter. Il réalisa que Butler lui-même était impliqué. Hector avait réellement tout misé sur cette guerre. Cédant à l'évidence, Bénédicte déclara qu'il ne servait à rien de continuer à interroger le héros de guerre. Le roi Daniel, abattu, agrippa sa tête entre ses mains puis se reprit. Il ne poserait plus de questions. Il informa Roman que la force principale de Caïro arriverait bientôt et que, lorsqu'elle lancerait l'offensive contre la forteresse arrière où s'était retranché Hector, le héros devrait les rejoindre pour leur prêter main forte. Roman, baissant les yeux, réfléchit. Même si Hector avait rompu l'accord avec Caïro, il n'avait pas pour autant renoncé à poursuivre la guerre. Il s'interrogea sur le choix stratégique le plus judicieux pour son ennemi, et sur ce qui serait, à l'inverse, le pire pour lui. Il déclara alors que le temps jouait contre eux. Le roi, inquiet, lui demanda ce qu'il voulait dire par là. Roman expliqua qu'il disposait d'un maximum de 3 jours après l'arrivée de la force principale. Si, dans ce laps de temps, il ne parvenait pas à détruire la forteresse arrière, Hector n'hésiterait pas à faire appel à une force extérieure, comme l'Empire de Chronos. Les yeux de Daniel s'écarquillèrent. Que devait-il faire? Roman esquissa un sourire. Il n'existait qu'une seule option, détruire l'armée d'Hector avant que cela n'arrive. Dans le sud de Caïro, le comte Hadid de l'Empire de Chronos sourit en observant la carte. Franchir la porte du sud de Caïro représentait une offre des plus tentantes. Cependant, il expliqua qu'il lui serait difficile d'accepter les conditions du royaume d'Hector. Hadid, adossé à son siège, soupira. Avoir le front sud est une bonne opportunité certes, mais pourquoi devraient-ils affronter seuls la colère de Caïro? Le comte déclara que si Hector parvenait à tenir la forteresse pendant 1 mois, alors il pourrait envisager une alliance. Edwin, choqué, ne répondit pas. Le prince comprit que, même dans cette situation critique, il cherchait encore à tirer profit de la guerre. Hadid, le regard narquois, demanda leur avis. Le rouquin serra les lèvres. C'était déplorable, mais il n'avait pas d'autre choix. Il annonça qu'il acceptait l'offre. Il ordonna au chevalier de contacter immédiatement la famille royale d'Hector. L'homme s'inclina, tandis que le prince expliquait qu'il devrait livrer hommes et munitions en quantité suffisante pour tenir 1 mois. Edwin estima qu'il leur faudrait au moins 3 jours pour établir une connexion avec la porte de téléportation d'Hector. S'ils pouvaient survivre jusque-là, ils auraient une chance. Il était prêt à tout pour retourner à Hector et leur redonner espoir. Pendant ce temps, le commandant des forces principales de Caïro, le comte Fadius, observait la forteresse au loin, furieux. Comment osaient-ils planter leur drapeau sur ces terres? Dans le camp, un peu plus tard, Barontal, faisant partie des forces principales de Caïro, qui est un pro-Chronos, siégeait, les bras croisés. En face de lui, Baron Brahim, qui également fait partie des forces principales de Caïro, mais est un pro-Valhalla, restait silencieux. Le comte Fadius fronça les sourcils. Malgré le peu d'avantages à tirer de cette guerre, les plus hauts dignitaires du gouvernement central s'étaient déplacés en personne. Cela prouvait à quel point il était crucial d'obtenir le soutien de Roman Démitri. Un garde annonça son arrivée. Roman pénétra dans la tente. Le comte se leva et salua le héros de Caïro, avec solennité, honoré de le rencontrer enfin. Roman, impassible, fixa sans un mot. Le comte Fadius se rappela les propos du marquis Bénédicte, affirmant qu'il se moquait éperdument du sort du front sud. Sa priorité, désormais, était de s'assurer la loyauté de Roman. Il leva la main et déclara que si la guerre contre Hector était perdue, la responsabilité retomberait sur la famille royale. Mais si Roman rejoignait une autre faction, c'est tout l'équilibre du pouvoir qui vacillerait. Fadius fronça les sourcils. Il reconnut Roman, l'aîné des Démitri, cette famille réputée dans tout le nord-est. Il était encore jeune, à peine la vingtaine, et bien que ses origines fussent modestes, il représentait un talent brut. S'il parvenait à l'attirer à lui, le marquis commencerait peut-être à lui confier des missions d'envergure. Le comte lui désigna un siège et l'invita à s'asseoir. Il posa la main sur sa poitrine et expliqua qu'il servait le marquis Bénédicte. Celui-ci l'avait personnellement mis en contact avec les casernes du Sud. Il sourit, ajoutant que, bien que ses intentions fussent nobles, le marquis se sentait coupable du déroulement des événements. Roman s'assit calmement et répondit que nul n'aurait pu prévoir un tel scénario. Tal fronça les sourcils. Le comte demanda alors un instant en privé. Le marquis avait préparé un cadeau spécial pour le héros.
Le baron Tal fixa Roman et déclara que le comte Grégory attendait lui aussi d'être contacté. Il ajouta qu'il possédait des informations d'une extrême utilité. Le baron Brahim, quant à lui, tourna la tête et annonça que le comte Denver avait dépêché des soldats depuis le domaine privé de sa famille. Roman fronça les sourcils et demanda gravement ce qu'ils essayaient de faire. Le baron Tal le regarda, abasourdi. Roman, impassible, déclara qu'il n'était pas assez naïf pour ignorer les véritables intentions de ceux qui désiraient une rencontre. Il affirma que, sous leurs yeux, l'ennemi plantait déjà son drapeau, marquant son territoire. La tête haute, il estima qu'il n'était pas encore temps de discuter de sa propre position. Roman proclama alors qu'une fois Hector écrasé, il défierait les classés pour devenir la plus puissante épée du royaume de Caïro. Les mains jointes, il jura de prouver sa valeur et de dédier sa lame à une seule personne. La salle resta figée de stupeur. Roman rappela qu'il devait avant tout se concentrer sur la situation présente. Par son intervention, la discussion se recentra et un véritable conseil de guerre s'ouvrit. La conclusion fut claire. Ce conflit ne serait rien d'autre qu'une bataille visant à détruire la forteresse. Mais les avis divergeaient profondément sur la marche à suivre. Le comte Fadius expliqua qu'Hector devait impérativement tenir 3 jours pour utiliser la connexion du portail de téléportation. L'ennemi chercherait donc à temporiser, répliquant immédiatement à chaque attaque. Levant la main, il déclara qu'Hector ne disposait plus que de 10 000 guerriers, tandis qu'eux avaient mobilisé 20 000 soldats. N'avait-il donc pas l'avantage suffisant pour vaincre même dans un affrontement direct? Roman admit qu'ils étaient numériquement supérieurs grâce au renfort de leurs troupes principales. Mais tant que le mage Edwin se dressait sur leur route, impossible de prétendre à une victoire certaine. Pourtant, ajouta-t-il avec un sourire, cela ne signifiait pas qu'il n'existait aucune issue. Un cri retentit soudain, les ennemis avançaient. Les forces principales du royaume de Caïro venaient d'arriver. Le comte Fadius plissa les yeux. Roman fit un pas en avant, dégaina son épée et lança d'une voix forte au soldat d'Hector qu'il était un guerrier représentant Caïro. Puis il défia Butler en duel. Le prince écarquilla les yeux, stupéfait, se demandant quelle folie l'animait encore. Roman fronça les sourcils, déclara qu'il ne voulait plus de sacrifices inutiles et leva les yeux. Si Hector l'emportait, Caïro accepterait humblement ses conditions. Mais si lui, Roman, triomphait, alors il devrait se retirer de leur territoire. Edwin se crispa pensif. Avec sa force actuelle, Roman ne pouvait pas vaincre Butler. Alors pourquoi insistait-il autant? Était-ce un piège? Roman serra sa lame et affirma que si l'offre était refusée, il détruirait la forteresse arrière, quitte à mourir. Le prince baissa les yeux, un véritable dilemme. Butler fronça les sourcils et annonça qu'il combattrait. Edwin protesta avec véhémence, mais le chevalier releva la tête et déclara qu'il fallait croire en lui. Il trancherait la gorge de Roman et ouvrirait une voie pour la victoire d'Hector. Le prince bondit en criant qu'il ne doutait pas de lui, mais qu'ils avaient déjà perdu 700 hommes en une seule nuit à cause de ses provocations. L'odeur de chair brûlée flottait encore dans l'air. Le jeune homme insista. Il avait foi en lui, mais Roman préparait forcément quelque chose. Butler, le visage dur, répliqua qu'il écraserait en poussière, quoi qu'il ait prévu. Le chevalier affirma avoir dédié sa vie à son service. Devait-il passer pour un lâche, incapable d'accepter un duel par peur d'un piège? Le prince baissa la tête et, d'une voix tremblante, demanda une seule promesse. S'il ressentait le moindre danger, il devait fuir. Butler resta figé, les yeux écarquillés. Puis il passa la porte, déclarant qu'il reviendrait bientôt. En quittant la forteresse, il murmura qu'il avait croisé beaucoup de fous dans sa vie, mais jamais un comme Roman. Serrant sa lame, il affirma qu'il ignorait quel piège l'attendait, mais qu'il donnerait tout. Roman l'accueillit d'un sourire. Il lui dit que depuis l'instant où leurs lames s'étaient croisées dans les montagnes, il voulait connaître l'issue de leur combat. Il n'y avait aucun piège. Il désirait seulement une démonstration de puissance véritable. Butler esquissa un rictus. Roman ajouta que mourir ici, de sa main, lui donnerait ce qu'il cherchait. Les deux chevaliers se sourirent et se jetèrent l'un contre l'autre. Le choc des épées fit trembler le sol. Atteindre le niveau des 5 étoiles, c'était pouvoir prouver sa force à tout un continent. Une seule personne pouvait suffire à changer l'issue d'une bataille. Butler accéléra, parcourut Dora. L'honneur du royaume d'Hector était en jeu, et il n'avait aucune intention de prolonger l'affrontement. D'un seul coup, il comptait l'achever. Roman, surpris, vit le sol se fissurer sous leurs pieds. Edwin observa la scène, pétrifié. Fadius fronça les sourcils, choqué la puissance des combattants. Butler lança son attaque. Roman eut juste le temps de se retourner. Un épéiste surgit derrière lui. Il para la frappe colossale, et l'onde de choc éventra la terre,
prolongeant la fissure sur des mètres. Fadius, consterné, pensa qu'il avait accepté ce duel à contre-cœur, uniquement pour gagner les faveurs de Roman. Mais si Roman perdait, tous leurs efforts s'effondreraient. Le baron Tal, inquiet, demanda si Roman avait une chance. Butler avançait, implacable. Roman grinça des dents, serra son poing. Les soldats d'Hector crièrent leur soutien, exhortant le bretteur à venger ses camarades. Les épées s'entrechoquèrent. Roman para de justesse, stupéfait par la vitesse croissante des assauts. Butler, intrigué, comprit soudain que son adversaire ne faisait pas que bloquer. Il lisait l'art de son épée et observait exactement le chemin de la lame. Il resta interdit. Était-il en train de l'étudier, coup après coup? Roman fronça les sourcils, enfin lucide sur sa place dans ce monde nouveau. Il avait été capable d'abattre un bretteur 4 étoiles d'un seul coup. Mais contre un 5 étoiles, il se retrouvait impuissant. Oui, il devait regarder Butler avec respect. Son épée s'illumina. Il avança d'un bond et leva les yeux. Cette barrière, il allait la briser pour s'élever à un niveau supérieur. Butler rugit, l'aura explosant autour de lui. Roman sut aussitôt quel danger cela représentait, une déflagration incontrôlée de cailles. Ceux que l'on appelait épéistes d'explosion n'usaient pas du mana avec précision, mais libéraient leur force brute comme un torrent incontrôlable, inégal et sauvage. Il pensa que si la pointe de l'épée libérait 120% de la puissance de l'aura, alors le revers n'en concentrait que 80. Le héros décida qu'en calculant les flux de mana, il pourrait localiser les failles. Il frappa la lame de son énergie. Butler fronça les sourcils. Les yeux de Roman s'illuminèrent. Il savait désormais où porter ses coups. Devant le bretteur, une colonne de ténèbres surgit. Même l'épéiste 5 étoiles fut repoussé. Des deux camps, la stupeur se répandit. Un soldat, les sourcils arqués, cria qu'une telle chose était impossible. Roman n'était qu'un épéiste 3 étoiles. Comment pouvait-il rivaliser avec un 5 étoiles? Edwin serra les dents. Était-il vraiment en train d'affronter Butler sans aucun piège, dans un duel loyal? Si jamais ce dernier perdait, ce serait le pire scénario imaginable. Hector verrait son plus grand guerrier écrasé et serait contraint d'abandonner la forteresse arrière. Edwin fronça les sourcils. Il ne lui restait qu'à faire confiance au bretteur, qui n'avait pas encore révélé toute sa puissance. Butler, haletant, cracha du sang. Il avait cru à un duel prétexte, une embuscade, mais non, ce garçon cherchait bel et bien à l'anéantir. Son plan, apparemment parfait, se fissurait face à l'apparition soudaine d'un adversaire aussi redoutable. Le chevalier se dit que laisser un tel monstre en vie reviendrait à condamner le royaume à une menace insoutenable. Il devait l'éliminer, à tout prix. Ses yeux brillèrent d'une résolution meurtrière. Il leva son épée. Jusqu'ici, seuls 2 hommes avaient repoussé cette attaque. L'un était devenu l'épée la plus puissante du royaume, l'autre avait accédé au classement continental. Butler lança sa technique secrète, l'éclair du soleil. Une boule de feu embrassée fonça sur Roman. Celui-ci ouvrit grand les yeux. À son niveau actuel, encaisser de face cette attaque équivalait à une mort certaine. Il n'avait d'autre choix que la défense. Si c'était là le coup le plus destructeur de Butler, il allait opposer le plus puissant des boucliers, hérité de l'arsenal du démon céleste. Il dressa son bouclier. Le sol se fissura. Le prince fronça les sourcils. Roman, intérieurement, appela l'ennemi à frapper. Soit sa lame, soit son bouclier l'emporterait. L'explosion retentit. Quand la fumée se dissipa, Roman fit un pas en avant. Edwin, stupéfait, constata qu'un gouffre béait entre les deux adversaires. Roman esquissa un sourire. Même un 5 étoiles n'avait pu repousser cette défense. Butler, lui, se crispa. Il avait brûlé trop de mana dans cette attaque. Mais il hurla et refusa d'abandonner. Il bondit, et leurs épées s'entrechoquèrent de nouveau. Butler recula, incrédule. Lui qui avait survécu aux flammes et aux rivières de sang des champs de bataille, comment pouvait-il être repoussé par un garçon dans la vingtaine? Il para encore, jurant qu'il combattrait jusqu'à la mort. Mais Roman le saisit au visage et l'écrasa contre le sol. Butler hurla. Il pensa qu'il devait emporter ce monstre avec lui, quitte à sacrifier sa propre vie, car son existence menaçait directement celle du prince. Son corps se mit à luire, prêt à exploser. Roman leva son épée et affirma qu'il se souviendrait de sa volonté. Butler, choqué, le fixa. Le prince fronça les sourcils. Edwin, affolé, lança un sort et cria de l'arrêter. Une lumière aveuglante jaillit. Roman recula d'un bond. Le prince ordonna à ses soldats de sauver leur commandant. Hector, renonçant à l'honneur et à sa réputation, choisit de sauver Butler. Roman, le regard froid, comprit que les portes de la forteresse venaient enfin de s'ouvrir.
C'était l'occasion qu'il attendait. Peu de temps avant, dans la tente, Fadius avait demandé ce que serait son prochain mouvement, même si un miracle se produisait. Roman expliqua qu'il avait observé leurs gestes. Après une nuit sans sommeil à combattre, ils étaient redescendus des montagnes pour s'occuper des corps de leurs camarades tombés. Au lieu de foncer et écraser les dernières fortifications du sud, ils avaient pris le temps de pleurer leurs morts et de brûler leurs dépouilles. C'était là, dit-il, la marque d'Edwin, un commandant sensible qui laissait du temps pour dire adieu. Et c'était cette sensibilité qu'il comptait retourner contre lui. Butler serait la faille qui briserait son jugement. S'il l'écrasait, il accomplirait la première étape de son plan. Non pas en le tuant, mais en l'empêchant définitivement de se battre. Mais si Edwin intervenait pour le sauver, alors le second plan débuterait. De retour au présent, les soldats hurlèrent qu'il fallait l'attaquer, gagner du temps pour sauver leur commandant. Roman fronça les sourcils. Tranchant sans pitié, il pensa qu'Edwin était peut-être un bon dirigeant, mais qu'il n'avait pas sa place sur un champ de guerre. Des soldats criaient qu'on sauve Butler avant tout. Les archers se plaignirent qu'ils s'étaient mêlés aux alliés, rendant impossible un tir clair. Fadius constata, fasciné, que tout se déroulait exactement comme Roman l'avait prévu. Il déclara que c'était comme de la magie, et admit que Roman était sans doute le plus grand prodige guerrier de l'histoire de Caïro. Il comprit pourquoi le marquis était prêt à employer tous les moyens pour le rallier. À lui seul, Roman représentait assez de force pour renverser le roi incompétent et les pantins des deux empires. Alors il leva la main et ordonna l'assaut. L'armée rugit. Edwin, accablé, baissa les yeux. Son imprudence avait conduit à cette situation. Il aurait dû garder la tête froide. En voyant Butler s'effondrer, il avait perdu raison. Mais le prince, lui, refusa d'abandonner. Tant qu'il sauvait Butler et refermait les portes de la forteresse, l'espoir demeurait. Il lança un sort. Une boule de feu s'écrasa au sol. Les mages s'élancèrent pour l'épauler. Des explosions secouèrent les remparts. Fadius ordonna de se déployer et de lancer l'assaut tant que les portes restaient ouvertes, faute de quoi il perdrait encore plus d'hommes. Kellen serra les poings. Il devait refermer ses portes au plus vite. Un chevalier d'Hector, quélant depuis les remparts, priait les soldats de se dépêcher et de refermer les portes. Un soldat, paniqué, cria que Butler était presque à l'intérieur. Roman serra les dents, c'était le moment ou jamais. Le prince hurla d'ériger un sort protecteur sur les portes tandis qu'elles se refermaient. Kellan, penché, cria que Roman approchait. Le héros esquissa un sourire, alors qu'il fonçait à toute vitesse. Les soldats se dressèrent pour défendre l'entrée. Un cri fendit l'air, suivi d'une explosion. Lorsque la fumée se dissipa, plus rien ne restait de l'immense porte. Roman cria à l'armée de Caïro que les portes de la forteresse étaient grandes ouvertes. Le comte Fadius fronça les sourcils et ordonna d'écraser le reste de l'armée d'Hector. Les guerriers chargèrent, et la bataille éclata. Dans le fracas des armes, le plan d'ouvrir les portes était une réussite. Désormais, il n'avait plus qu'un objectif. Il avança, le regard fixé sur Edwin, resté seul. Le prince, accablé, se demanda à quel moment tout avait basculé. Capturer la forteresse arrière avait prouvé la justesse de ses choix. Son plan était parfait, jusqu'à l'arrivée de Roman. Il s'enflamma de rage et reconnut que tout était de sa faute. À cause de lui, la 5e ligne de défense n'avait pas été prise, et 1000 soldats avaient péri contre les Guillas des montagnes. Le prince leva les yeux au ciel. Si Dieu existait, il voulait lui demander pourquoi il avait fait naître Hector, l'étoile du royaume, et pourquoi il avait envoyé Roman. D'une voix grave, Roman coupa ses pensées, déclarant qu'il se retrouvait enfin face à face. Les yeux du mage s'illuminèrent. Même s'il devait mourir aujourd'hui, il entraînerait son ennemi dans l'autre monde. Il incanta un sort. Edwin, les sourcils froncés, libéra une lame de vent. Le souffle tranchant se déploya, mais Roman le fendit d'un coup d'épée. Les soldats accoururent, jurant de protéger leur prince. Les yeux du héros brillèrent, il les abattit tous d'un seul coup. Soudain, des racines s'enroulèrent à son cou, l'engloutissant. Edwin appela un sort infernaux, les lianes s'embrasèrent. Une épée jaillit du feu, Roman trancha ses entraves. Le prince sut qu'il n'était pas un adversaire qui tomberait si facilement. Il lança un éclair. Le sourire aux lèvres, il espéra que cela suffirait. Roman fit un pas, réapparut derrière lui, et affirma reconnaître sa force. Mais que tout s'achevait ici. Edwin se retourna, les yeux écarquillés. Alors Kellan se sacrifia. En larmes, il cria à son prince de fuir. Edwin s'effondra à genoux, hurlant de désespoir. Roman, levant la tête, fit surgir une épée à ses côtés. « Quel gâchis !» dit-il. Ses yeux se posèrent sur le prince.
Il lui promit que son tour viendrait bientôt. Les soldats se précipitèrent, armes dégainées. Roman repoussa leurs coups. Jackson surgit, protégea le prince et lui cria de revenir à lui. Comptait-il vraiment mourir ici? Même affublé du surnom de lâche, il devait vivre, pour ne pas réduire à néant le sacrifice de ceux qui s'étaient donnés pour lui. Il hurla d'ordonner la retraite. Les soldats protestèrent, il fallait arrêter le héros, gagner du temps. Mais tous répétèrent que le prince devait survivre. Une explosion secoua le champ de bataille. Edwin rouvrit les yeux, Roman massacrait les soldats. Ils le virent comme un démon. Un chevalier, essoufflé, osa lui dire qu'il avait déjà remporté cette bataille et pouvait battre en retraite. Roman s'avança, le foudroya du regard et déclara qu'il les avait prévenus. La prochaine rencontre se solderait par leur mort à tous. Ils étaient ceux qui avaient déclenché cette guerre, qu'ils cessent donc de se plaindre comme des victimes. Puis il décapita le soldat d'un geste net. Un cri s'éleva, l'armée d'Hector battait en retraite. La victoire leur appartenait. Fadius entra dans la forteresse, s'interrogeant sur la disparition de Roman. Tous restèrent figés, abasourdis. Celui qui avait renversé l'issue d'une guerre perdue venait de voir sa valeur s'élever à des sommets jamais atteints. Roman, le sourire aux lèvres, déclara qu'il les attendait. Merci d'avoir regardé. N'oubliez pas de liker et de vous abonner pour plus de contenu. D'ici là, portez-vous bien.